Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, un numéro un petit peu spécial puisque nous n'avons pas avec nous le chef d'orchestre habituel, Charles, qui est invité pour le débrief de Marion Santiago sur la chaîne YouTube French Gridiron. Je vous présente les agents motivés, comme toujours, pour vous parler de l'actualité des sports US, des 4 sports US. Tout d'abord, Maxime, qui va nous parler de la NBA. Bonsoir Maxime. Salut tout le monde. Michael, qui va nous parler de la NFL. Salut Damien, salut à tous. Et enfin, Samuel pour le NHL. Bonjour à tous, salut les gars. Et pour finir, Jordan, toujours sur la NHL. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer avec la NBA. Et Maxime va nous faire un petit éclairage sur le début de saison réussi d'une franchise à l'Est. Maxime, la parole est à toi. Eh ben, je te remercie. On va commencer par le leader à l'Est incontestable qui est des Sixers de Philadelphie, qui ont un ratio de 12 victoires, 5 défaites et seulement 3 victoires en cours à domicile, dont 2 face aux Celtics, avec 110 points encaissés seulement pour 115 de marqués. Donc il y a l'équipe est en construction avec l'arrivée de Doc Rivers cet été, avec son gendre Seth Curry et Danny Green, grâce à Elton Brand ils ont fait un très bon travail. Donc du coup nous avons Joel Embiid qui est en mode MVP, qui est intouchable, avec presque 28 points de moyenne par match, 11,5 rebonds et 2,7 passes et 1,4 contre, juste pour marquer le coup. Et donc là, il marche sur l'eau actuellement. Il y a le sophomore Ton qui est en progression, qui est à 15,4 points par match. Donc c'est vraiment intéressant. Et quand le 5 de départ, Embiid, Simmons, Harris, Curry et Green est aligné, ils n'ont jamais perdu. Ben Simmons fait une superbe saison avec 15 points, 11 rebonds contre les Celtics le 23 janvier et 20 points, 9 rebonds, 7 passes contre les Pistons le 24. Tout ça, 70% d'effectifs. Donc c'est vraiment un gros début de saison, une bonne défense, et nous avons vraiment là une équipe qui va vraiment jouer les premiers rôles à l'Est. Voilà. Oui, Michael, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Maxime. Ouais, est-ce que vraiment on est surpris en fait de ce début de saison des Sixers, parce que j'ai plutôt l'impression en fait que c'est une équipe qui arrive enfin à maturité. Je pense notamment à Embiid, hein. On a longtemps parlé de lui comme le futur pivot de cette ligue, qui va dominer, et il a fait des très bonnes saisons. Mais est-ce que finalement c'est pas juste une arrivée à maturité de cette équipe? Même Ben Simmons, bon, même si il n'a pas encore été exceptionnel, mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça en fait, que cette équipe arrive enfin à la maturité qui lui était nécessaire pour avoir un peu de succès à l'Est. Si je peux me permettre de répondre, c'est en fait c'est la construction de Nathan Brand et vraiment le recrutement de Doc Rivers cet été qui est vraiment, pour aller dans ton sens, qui a vraiment tout changé. Joel Embiid, il est métamorphosé, il joue collectif, il pense plus qu'à ses stats, il est bien dans sa peau. Donc voilà, donc il y a vraiment à ce niveau-là de très belles choses qui se font. Donc c'est une surprise, oui et non, je suis d'accord avec toi. C'est un process, mais là cet été avec l'arrivée de Doc Rivers, ils ont vraiment changé beaucoup de choses. Les 3 arrivées de Doc Rivers, Seth Curry et Danny Green,
c'est vraiment des gros changements majeurs. Et la mayonnaise a pris tout de suite. Samuel, on t'écoute. Oui, je voulais juste parler du jeune rookie Tyrese Maxey. Il vient de Kentucky et c'est pas forcément un des joueurs qu'on aurait attendu tout de suite, mais il a fait le job quand il y avait des absents. On a vu des pointes à plus de 30 points et c'est un bon scoreur, assez puissant, un peu un Oladipo. Donc, à mon avis, il va être intéressant sur les années futures. Il peut même peut-être aller chercher une place dans le 5 majeur à court terme. Oui, et puisqu'on est sur les rookies de Kentucky, ça va nous permettre d'enchaîner avec l'autre point que tu voulais aborder, Maxime, puisqu'il y a une autre franchise à l'Est qui a beaucoup de joueurs de Kentucky, dont un rookie qui fait un très bon début de saison, Emmanuel Quickley. Donc je vais t'inviter à parler des Knicks de New York, Maxime, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je mettrais juste aussi un petit lien au passage où les Cavs ont battu 2 fois les Nets lors d'une double confrontation. Ça, c'est assez savoureux vu ce qui s'est passé, vu les transferts. Et donc, pour en revenir aux Knicks, justement, des rivaux des Nets, nous avons, ils sont sur 3 victoires et une défaite, mais 3 victoires convaincantes face aux Warriors, aux Celtics et aux Magic. Ils ont essayé des Celtics à 75 points seulement encaissés. Et le Magic, ils ont encaissé que 84. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment la patte Tom Thibodeau, pardon, qui est vraiment la défense. Ils sont 8e à l'Est. Ils font un petit bout de chemin. Ils ont des hauts, ils ont des bas. Mais bon, il y a Julius Randle qui fait une énorme saison avec 22,6 points de moyenne, 11,6 rebonds de moyenne et 6,2 passes. Donc ça, c'est vraiment, il est sur 4 double-double sur les 4 derniers matchs. Donc c'est vraiment, et puis en défense, il est des forts que les Knicks recherchaient depuis longtemps. Après, nous avons le sophomore R.J. Barrett, qui lui est deuxième meilleur scoreur avec 18 points de moyenne et 7,2 rebonds. Il sort de 4 matchs avec respectivement 21, 28, 22 et 19 points, dont 2 double-doubles face au Celtic et au Magic. Donc on a vraiment là une base très solide chez Enix. Donc c'est surprenant. Avant cette série de 3 victoires et une défaite, ils avaient eu 5 défaites. Mais là, on sent que ça ressort de mieux en mieux. Voilà. Oui, et Samuel, du coup, tu voulais répondre à Maxime. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que Maxime a dit. Le duo Randle-Barrett, c'est assez surprenant cette saison. Mais je voulais quand même parler de notre Français, évidemment, Franck Ntilikina. Il est blessé en ce moment, donc on ne l'a pas vu depuis fin décembre. Mais dans cet effectif des Knicks version Thibodeau, un peu hustle, grosse défense, on espère enfin que Franck Ntilikina arrive à se développer et à passer, avoir du temps de jeu dans la hiérarchie. Moutier, il est sympa, il fait ses points, mais je pense que Franck a plus de potentiel. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe de New York. Et à chaque match, je me dis, on aurait besoin de lui. Et c'est vrai que, notamment, c'est peut-être qu'il va pousser définitivement Elfrid Payton vers les fonds de tiroir, vers le banc, vers l'oubli, parce qu'avec les performances d'Emmanuel Quickley et puis ce que peut apporter Franck, surtout dans ce style en fait qui va parfaitement à Thibodeau, on dirait ils sont faits l'un pour l'autre, donc ça promet vraiment cette association et j'ai vraiment hâte de le voir en action. Maxime, je t'écoute. Oui, en fait, pour revenir sur Franck, il a été formé à la française, c'est ce que les franchises de NBA recherchent, à savoir des bons défenseurs à la base. Et après, hormis Evan, qui est un pur shooter, on remarque le profil des joueurs français, c'est depuis y compris Tony Parker, c'est des gros défenseurs. Rudy Gobert est l'exemple type, mais voilà, à chaque poste, on a des Nico Batum et Franck est fait pour le système
de Tim Thibodeau et c'est vraiment pour aller dans votre sens. Sa mission est tombée au plus mauvais moment parce que ses stats s'amélioraient, il prenait des shoots, il était là en défense. Et bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il revienne rapidement et il est toujours en forme. C'est donc avec ça que nous allons conclure la NBA pour passer à la NFL. Et ce week-end de finale de conférence absolument exceptionnel, avec tout d'abord la victoire des Buccaneers de Tampa Bay, de Tom Brady, qui défie chaque année l'âge et qui montre qu'ils ne sont toujours pas terminés, et qu'il a en particulier beaucoup à offrir encore à cette ligue contre les Packers, et la victoire en patron des Chiefs contre les Bills. Pour commencer, Michael, voilà, j'aimerais avoir ta réaction sur ce match entre les Packers et les Buccaneers. Écoute, Damien, un peu mitigé ce sentiment. Déjà de la tristesse parce que en tant que supporter de Green Bay, je peux que être triste de cette occasion manquée. Je pense qu'on avait vraiment une vraie chance à jouer, une vraie carte à jouer face à Tampa Bay. Mais Rodgers n'a pas été au rendez-vous pour moi. Mais je pense qu'on va pouvoir en parler après, parce qu'il nous a en plus fait une sortie digne de ce nom. Mais sur le match, j'ai trouvé que Tom Brady avait été intéressant sur la première mi-temps. Il était à un niveau juste incroyable, à son meilleur niveau. Et bizarrement, sur la deuxième mi-temps, on l'a vu beaucoup plus à la faute. Il a quand même lancé 3 interceptions sur le match. Ça, il faut pas le négliger. Et surtout, en fait, on l'a vu jouer du jeu longue distance, grosse prise de risque. Alors, on sait que c'est le jeu de Tampa cette année. On sait que c'est le jeu de Bruce Arians aussi. Mais c'est vrai qu'on voit que ça peut lui causer du tort. On verra en finale, mais en tout cas, ces 3 interceptions méritaient mieux et Green Bay aurait pu en profiter vraiment beaucoup plus. Mais je pense qu'ils ont raté l'occasion dans ce match. Oui, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce match, en fait, c'est Green Bay qui l'a perdu plus que Tampa Bay qui l'a gagné. Parce que la défense de Green Bay a vraiment, vraiment été au rendez-vous. Pour le coup, il a donné plusieurs opportunités à Aaron Rodgers et à l'attaque d'aller gagner ce match. Et au final, non, à chaque fois, c'est les 2 interceptions coup sur coup. Et puis non, ça suffit jamais. C'est pas ce qu'il faut. Ils n'arrivent pas à conclure. Et il y a de la frustration. Je pense il peut y avoir beaucoup de frustration quand on voit cette attaque des Green Bay parce que pour le coup, la défense les a portés plutôt pas mal, surtout en deuxième mi-temps, comme tu dis. Et puis derrière, ça n'a pas suivi. Oui, et puis j'ai vraiment la sensation que ce match était le match du comeback. C'était une deuxième mi-temps où Green Bay a tout eu pour revenir. Ils ont eu les occasions, ils n'ont pas su les saisir. On a vu aussi un Davante Adams qui était très 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 surveillé par la défense des Buccaneers. Et pour moi, le point faible de l'équipe sur ces moments-là, c'est Rodgers. Je trouve que mentalement, il y a quelque chose qui manque. Il lui manque ce truc que Brady a, que Mahomes a. C'est cet élément qui fait passer l'équipe en finale. Et je trouve que là-dessus, ça manque. Moi, je regardais une stat tout à l'heure. Brady, dans ses 40 ans, aura joué autant de Super Bowl que Rodgers sur toute sa carrière. C'est juste fou. C'est terrible. Et puisqu'on est sur Aaron Rodgers, il faut aborder le sujet qui fâche, cette déclaration après un petit peu amère, où il a dit le futur de beaucoup de joueurs, en parlant de l'équipe de Green Bay, est incertain, y compris le mien. Alors le futur d'Aaron Rodgers, il est incertain? Il va s'en aller? Il va prendre sa retraite? Dis-nous en plus, Michael. Écoute, j'aimerais bien pouvoir t'en dire plus. Je t'avoue que la déclaration est tombée enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Je pense qu'il n'était pas content du tout de ne pas avoir pu jouer cette 4e tentative aussi en fin de rencontre. Ils ont choisi de kicker. Et je suis pas sûr que c'était le bon choix. D'ailleurs, le coach Matt LaFleur on a reparlé et s'est un peu excusé en disant que c'était pas forcément la bonne décision. Et je pense que Rodgers, lui, voulait la jouer. Donc je pense qu'il y a de la frustration. Je pense qu'il est amer. Il a 37 ans. Il a une bague, hein, c'est bien. Mais c'est un joueur qui, avec le talent qu'il a, aurait pu en gagner beaucoup d'autres.
Malheureusement, évidemment, il est tombé à une époque où il y avait Tom Brady de l'autre côté. Mais même comme ça, Brady n'a jamais été dans sa conférence à part cette année et Rodgers n'a joué qu'un seul Super Bowl. Donc c'est vrai que je pense qu'il est frustré. Maintenant, partir, je sais pas, je trouve ça compliqué. Il a un très gros contrat. Je vois pas en plus contre quoi Green Bay pourrait l'échanger. Je suis pas sûr non plus que le staff mise vraiment sur Jordan Love. Alors peut-être, hein, on verra. Mais j'ai du mal vraiment à le voir ailleurs. Après, l'avenir nous le dira, mais je sais pas ce que toi tu en penses, Damien, mais moi je le vois continuer à Green Bay. C'est mitigé de mon côté parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait que déjà Jordan Love, le lancer de main, ça me paraîtrait vraiment un coup complètement fou. C'est pas un joueur qui m'a qui m'a tant impressionné que ça à l'université. Il a des qualités, c'est certain, mais c'était pas il faisait pas partie du sommet de la liste de la dernière draft. Il est très bon, c'est pas la question, mais je pense qu'Aaron Rodgers a encore à offrir et encore à lui apprendre. Et ça serait bien pour Green Bay qui reste. Maintenant, bon, on verra. En intersaison, c'était déjà un petit peu trouble, disons, entre Aaron Rodgers et le reste. Brett Favre qui lui conseille de partir, et puis Aaron Rodgers qui reste et qui fait une saison exceptionnelle. Donc là, on va voir, ça va être intéressant. Maintenant, j'avoue que j'ai été surpris par ça, et j'ai été encore plus surpris par sa réaction en conférence de presse. En fait, je trouve qu'il a carrément lâché son coach quand il dit c'était pas ma décision, la 4e tentative. C'est vraiment, il reste dans son espèce d'image de Batman, de mec un petit peu solitaire, le tueur solitaire. Mais bon, j'ai trouvé ça vraiment très surprenant dans un moment comme ça qui part dans une direction totalement opposée à la décision du coach, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi, surtout que je me dis, quand tu fais ça, tu sais que forcément tu vas aller contre ton coach. Et du coup, bah, comment la suite peut se passer? Enfin, je veux dire, le coach peut évidemment régler ça. Ils vont se voir, ils vont en parler en face à face. Mais c'est vrai que ça pose pas de bonnes bases pour la suite. Alors que pourtant, je trouve que Green Bay a affiché un jeu quand même assez incroyable cette année. Et je trouve que Matt LaFleur a fait un très très bon travail avec cette équipe depuis 2 ans. Maintenant, à voir la suite, c'est vrai que Rodgers a quand même 37 ans. Il lui reste des années, mais il lui en reste pas non plus 10. Donc je pense qu'il y a une décision à prendre, aussi parce qu'il a un contrat qui est conséquent. Et la direction doit se poser la question, est-ce qu'il peut encore faire gagner cette équipe, ou est-ce que finalement, il n'est pas juste un quarterback qui aura une bague à la fin de sa carrière? Je pense qu'on va être bien occupé en cette intersaison de NFL avec Green Bay et Aaron Rodgers. Encore une fois, on va pas s'ennuyer comme jamais avec lui. C'est clair. L'autre match, les Chiefs contre les Bills. Et encore une fois, les Chiefs qui montrent que presque qu'ils ne peuvent pas perdre. Je trouve que c'est assez incroyable. Je veux dire, ils ont réussi, ils sont menés 9-0, ils reviennent. L'impression que l'espèce de rouleau compresseur s'est mis en marche et qu'on peut rien faire pour les arrêter. Je sais pas ce que tu en penses. Bah écoute, je sais plus ce qu'on doit penser de cette équipe. Elle est juste hallucinante. Elle perd jamais le contrôle du match. On les voit vraiment tout en maîtrise. Pourtant, le début de match était pas super pour eux. Il y a eu cette erreur de Mecole Hardman en début de rencontre sur le punt. Et pourtant, Mahomes arrive et ça déroule. On déroule offensivement, on joue sur les valeurs sûres. Travis Kelce, Tyreek Hill, vraiment, tout le monde remplit son rôle et on a vraiment cette sensation que tous les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Ils le font bien en plus. Et j'ai du mal à voir qui peut les battre. Alors, évidemment, en face, c'est Tom Brady et les Bucks, mais à part lui, c'est vrai que je vois pas qui pourrait stopper cette équipe. Oui, et d'autant plus que si jamais la défense de Kansas City, qui je trouve a vraiment fait un travail énorme depuis l'arrivée de Steve Spagnuolo, qui est vraiment passé dans une autre dimension, donne autant d'opportunités à Mahomes comme ils l'ont donné à Aaron Rodgers de gagner. Je vois mal Mahomes rater ses opportunités et pas crucifier les Buccaneers. Donc c'est aussi quelque chose qui me laisse penser que ça va être très difficile pour eux.
Maintenant, ils ont fait quand même une prestation défensive très solide, les Buccaneers, contre les Packers, et ils vont sûrement chercher à faire une prestation défensive aussi bonne, puisque Devin White et Whitehead ont été excellents encore. Ils ont vraiment, vraiment été un poison pour Green Bay, et ils vont devoir, encore une fois, être très agressifs comme ça. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, on aura l'occasion d'en reparler, mais bon, voilà. C'est vrai que la défense, et puis quand même Mahomes, cette espèce de tueur qui ne rate jamais, si on lui donne autant d'opportunités, je le vois mal rater. Oui, et puis j'ai vraiment cette impression que on arrive à un passage de flambeau. J'ai cette sensation-là. J'ai l'impression que c'est Mahomes qui reprend le flambeau de Brady. Et je pense que les Chiefs vont être très très durs à battre. Maintenant, je me dis quand même une chose, c'est certainement la plus belle finale qu'on aurait pu avoir avec toutes ces équipes qui étaient engagées. On n'a pas parlé des Bills, mais moi j'ai trouvé les Bills très décevants sur ces playoffs, très loin de leur jeu en attaque qu'on avait pu voir tout au long de la saison. Et je suis un petit peu déçu. Je pense qu'il faut aussi qu'ils engrangent de l'expérience pour les prochaines années. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de ce qu'ils ont montré côté offensif, parce qu'en saison régulière, ils avaient été tellement impressionnants que je m'attendais à en voir un peu plus durant ces playoffs. Et je les ai pas trouvés au niveau du côté de l'attaque. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un petit sentiment d'inachevé pour les Bills pour cette saison-là. Maintenant, je me rappelle quand on préparait le podcast des wildcards, si je me souviens bien, il y a Lucas qui avait dit je sens bien les Bills comme les nouveaux Chiefs, les Chiefs de l'an dernier. Tu vois, j'ai l'impression que les Bills, c'était peut-être les Chiefs, mais les Chiefs il y a 2 ans. Les Chiefs qui sont encore en construction, qui ont un quarterback qui monte, qui a l'air impressionnant, et qui au final perdent contre l'équipe qui est la dynastie de l'époque, les Patriots, Tom Brady, qui paraît vraiment presque invincible, et pourtant ils étaient si proches de le battre. Et je me demande si justement cette défaite des Bills ne va pas leur permettre de passer ce cap et de devenir justement cette équipe très puissante et très impressionnante, comme ils nous l'ont montré en saison régulière, et qui peut faire des choses, qui peut aller loin. En tout cas, je pense que à Buffalo, les gens vont être en feu l'an prochain encore plus que jamais avec ce qu'on leur a donné pour l'instant, et ça promet pour la suite. Ce qui est sûr en plus, c'est qu'ils ont le quarterback. Ça, je pense qu'ils ont leur quarterback pour des années. Maintenant, il faut bien l'entourer, il faut bien construire autour de lui. Ils ont un receveur qui est quand même, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel cette année, c'est Diggs. Stephen Diggs, il a vraiment été au niveau et il a vraiment été un coéquipier de luxe pour Josh Allen. Maintenant, il faut construire. Je pense qu'il manque encore un petit peu d'expérience dans cette équipe. On verra pour les années à venir, mais c'est vrai qu'ils auront en tout cas fort à faire parce que quand tu vois leur division et leur conférence, il y a du beau monde et Mahomes est là pour durer, donc ils l'auront assez souvent sur leur chemin dans les années à venir. Oui, c'est ça, la AFC est vraiment très relevée, hein, parce que là, en plus, on n'a pas vu Joe Burrow cette année, mais bon, il va revenir l'an prochain avec un bon choix de draft. Les Chargers qui sont montés en puissance avec Justin Herbert et puis un nouveau head coach. Ça promet vraiment dans cette AFC, hein, vraiment. Et puis je pense qu'il va falloir régler cette espèce de problème de la course pour les Bills, parce que Josh Allen ne peut pas toujours assumer le jeu de course de l'équipe. Il fait tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Il est partout, Mais je suis d'accord avec toi, et en plus, il y a autre chose. Hein. Tous les jeunes quarterbacks, tous les quarterbacks amenés à devenir les stars de la ligue sont du côté de l'AFC. Hein. Ils sont pas en NFC. Quand on regarde les joueurs qui ont été le plus loin côté NFC, c'est Rodgers, 37 ans, c'est Brady, plus de 40 ans. Donc c'est vrai qu'on a eu Drew Brees aussi. Drew Brees. Enfin, c'est que des joueurs expérimentés. On n'a pas vu de jeunes quarterbacks sortir de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Et on verra quel avenir il y aura pour ces quarterbacks, parce qu'il risque d'y avoir peut-être quelques changements, des départs à la retraite, des remplacements pour ces joueurs qui sont pas jeunes, et puis derrière avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'incertitudes. Autre chose sur les finales de conférence ? Eh ben écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'on arrive à ce Super Bowl, parce que je pense qu'on va avoir droit à un super spectacle avec ces deux équipes. Oui, c'est clair. Mahomes qui va disputer, c'est incroyable, c'est le plus jeune quarterback à disputer 2 Super Bowls consécutifs. On a les 2 vainqueurs des derniers Super Bowls, c'est complètement fou. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était vraiment la meilleure affiche qu'on pouvait avoir, et on va la voir, on va se régaler, ça va être exceptionnel.
Et il faut dire aussi que Mahomes est le seul quarterback à avoir joué 3 finales de conférence avant ses 26 ans. C'est incroyable. C'est juste fou. C'est incroyable. Ils sont vraiment d'une régularité impressionnante et puis ils ont vraiment réussi cette année sans trembler. Ils sont quasiment jamais tremblés à refaire de nouveau ce qu'ils avaient fait l'an passé, c'est-à-dire être excellent, ne jamais perdre. On dirait une espèce de... Ils font penser à une genre Alabama ou une équipe de football universitaire qui est au-dessus des autres, quoi, qui perd jamais, qui perd peut-être une fois de temps en temps. Mais voilà, c'est impressionnant. C'est exactement ça, et cette stabilité, je crois que tout le monde ne peut pas en dire autant dans la ligue. On l'a vu d'ailleurs cette semaine, il y a eu quelques mouvements dans les head coachs. Je crois que tu voulais en parler justement, Damien. Oui, en particulier 2 head coachs que je vais suivre de très près et dont j'aimerais vous parler. Donc pour commencer, le nouveau head coach des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer. Justement, je vais parler de college football, de football universitaire. Et Urban Meyer, c'est un coach qui est une star dans le college football, avec 2 titres avec la Gators à Florida et 1 titre avec les Buckeyes d'Ohio State. Et pour vous le présenter, je crois qu'il n'y a personne d'autre de mieux que lui-même, Urban Meyer, dans son livre paru en 2015, son livre Above the Line, Lessons in Leadership and Life from Championship Season. Je vais vous citer un passage du livre, une citation d'Urban Meyer que j'ai traduite. La caractéristique qui définit toutes les équipes qui ont remporté des titres est le leadership. Le leadership n'est pas une des choses qui fait la différence, c'est ce qui fait la différence. Le talent vous fera gagner 7 ou 8 matchs. La discipline 9, au mieux. Mais lorsqu'on ajoute à cela le leadership, c'est là que la magie se produit. Et c'est exactement ce dont Jacksonville a besoin. Parce que du talent, et on a déjà avec le rookie non drafté James Robinson, avec le premier choix de la draft NFL 2021, mais ce dont ils ont besoin, c'est absolument de leadership. Ils ont besoin de créer une nouvelle culture de la gagne autour de cette équipe de Jacksonville qui n'y arrive plus. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michael, mais je trouve que cette année, c'était particulièrement décevant et ils ont vraiment besoin de repartir de l'avant. Ouais, après, pour moi, Jacksonville, c'est une équipe qui fait partie de ces franchises qui ont toujours eu du mal quand même à se construire une équipe compétitive. Maintenant, moi, la vraie discussion, c'est qui va être le quarterback de cette équipe. Est-ce qu'on est sûr que ce sera Trevor Lawrence ou est-ce que ce sera Justin Fields? J'attends de voir aussi quelle va être la sélection de ce côté-là. Oui, alors là, tu m'as posé la question qu'il fallait. C'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Comme je l'ai dit, Urban Meyer a été justement le head coach d'Ohio State, des Buckeyes d'Ohio State. Il est originaire de la région. Il a des liens très forts avec le programme de Columbus, vraiment très très forts. Et c'est pas juste un ancien. Et de toute façon, un ancien à l'université, c'est très important parce qu'on est toujours lié à son université pour toujours. D'ailleurs, pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec le college football, quand vous regardez la NFL, vous entendez tout le temps l'ancien de telle université, l'ancien de telle université. Hier, on a vu Léonard Fournette avec les épaulettes aux couleurs de LSU, son université. Voilà, je pense que ça en dit long sur à quel point c'est important pour eux, à quel point ça les marque sur le long terme. Et bon, je vais me mouiller, je vois vraiment Urban Meyer sélectionner Justin Fields pour plusieurs raisons et pas que les liens avec Ohio State. Je pense qu'il correspondrait parfaitement avec ce qu'il aime chez un quarterback, c'est-à-dire de la mobilité, c'est-à-dire un joueur, un leader. Trevor Lawrence est un leader aussi, c'est vrai. Mais il a souvent parlé, Urban Meyer, de qualité de leader de Justin Fields. Et vraiment la différence entre les deux, c'est que Justin Fields est meilleur à la course, c'est plus un dual threat quarterback, c'est comme un Russell Wilson en fait. Voilà. Alors que Trevor Lawrence, c'est un passeur en premier, c'est pas Big Ben, attention, il est mobile. De toute façon, un quarterback plus mobile, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà. Et ensuite, le deuxième head coach sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est Brandon Staley, le head coach des Chargers. J'ai regardé sa conférence de presse d'1h30. Et j'ai été très impressionné. J'ai vu quelqu'un qui veut créer une attaque pour Justin Herbert. Et de toute façon, on sent bien que c'est le sujet principal. C'était le sujet au cœur de ces interviews. Et aussi un coach qui écoute ses joueurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. En général, on voit arriver des coachs avec leur façon de faire et puis il faut suivre. Lui, il est vraiment très différent. Il a dit non, moi j'écoute mes joueurs. J'ai énormément appris de Khalil Mack, j'ai énormément appris de Aaron Donald.
Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Michael, je ne sais pas ce que tu en penses sur le fait que les Chargers ont engagé un ancien coordinateur défensif alors qu'ils ont peut-être un des meilleurs jeunes quarterbacks, sinon le meilleur jeune quarterback de la ligue. Alors, je suis assez mitigé là-dessus parce que c'est vrai que j'aurais plutôt pensé qu'il se dirigerait vers un coordinateur offensif, du coup, pour venir encadrer Herbert. Et c'est vrai que je suis assez mitigé. Maintenant, c'est vrai, j'ai regardé un petit peu ce qu'a dit Staley et j'ai l'impression qu'il vient avec une assez bonne philosophie. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il a compris qu'il a un vrai diamant dans les mains. C'est Justin Herbert. C'est un joueur qui est juste incroyable. Cette année, il a été vraiment fantastique. En plus, il a été encore plus dans la lumière une fois que Joe Burrow s'est blessé. On ne parlait quasiment plus que de lui. Et je trouve qu'il est vraiment très très fort. Il va gagner en expérience. Il va gagner aussi en décision, en prise de décision, en leadership aussi dans cette équipe. Et ça, je pense que le nouveau head coach l'a compris. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va être capable de tirer le meilleur de Justin Herbert? Je ne sais pas. Il faut voir aussi comment va être constitué son staff, et quel est le plan de jeu qu'il va vouloir mettre en route. Maintenant, une chose est claire, je pense qu'il a compris que son équipe doit être construite autour d'Herbert. Et ça, c'est quand même, à mon avis, le premier pas vers le succès pour les Chargers. Oui, c'est ça, il a répété plusieurs fois. D'ailleurs, il a dit qu'une fois qu'il a eu le boulot, le job, il a appelé sa femme en premier et en deuxième, Justin Herbert. Donc, c'est que vraiment, Ouais, il peut créer du lien. C'est ça. C'est ça, avant son père, avant tout le monde. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Brandon Staley, c'est important de le préciser, c'est un ancien quarterback aussi. Donc, comme il a expliqué à de nombreuses reprises pendant sa conférence de presse, il a l'expérience sur les deux côtés de la balle, sur l'attaque et la défense. Et donc, ça peut être vraiment intéressant pour Herbert. Et c'est vrai que de par son poste actuel, coordinateur défensif, on a peut-être un peu tendance à oublier cette partie-là de son profil, justement. Oui, et ça peut lui permettre, comme tu l'as dit, pour mieux lire les défenses, pour mieux comprendre tout ça, qui va en fait, c'est en général le plus dur pour un rookie qui arrive en NFL, c'est comment je lis la défense de NFL, comment je m'adapte à la pression, tout ça. Donc c'est un bon point, je pense. Assez parlé de NFL, place au hockey et à la NHL avec Samuel et Jordan. Je vous laisse la parole pour nous raconter ce début de saison de NHL. Jordan, je t'écoute. Alors ouais, justement, donc la NHL a repris il y a maintenant une dizaine de jours, enfin une douzaine de jours. Et la plupart des équipes, alors sauf les équipes de la division centrale qui, elles, ont eu affaire à beaucoup de cas de Covid et donc de matchs reportés, la plupart des équipes ont déjà joué à peu près 10% de leurs matchs, donc entre 5 et 6 matchs, puisque la saison fera que 56 matchs. Et globalement, on voit beaucoup de surprises en ce moment en NHL avec des équipes qu'on pensait avec un effectif inférieur, peut-être être un peu plus jeune, peut-être un peu moins préparé, réussir à prendre des matchs à des effectifs en tout cas peut-être plus favoris. Là, si on regarde hier, par exemple, les Ducks ont été battre l'Avalanche, les Kings ont été battre les Blues, les Devils ont été battre les Highlanders. Les Sharks ont été battre le Wild. Donc il y a comme ça beaucoup de matchs en effet de surprise et sur des doubles confrontations finalement les équipes entre guillemets les moins favorites de la ligue arrivent quand même à aller bousculer, je dirais, les grandes formations de l'an dernier. Et donc c'est assez intéressant à regarder et c'est en effet on se rend compte que du coup ce format, je dirais, de matchs uniquement intra-division où tous les matchs sont des matchs à 4 points en fait arrive à motiver en tout cas bien plus les équipes et en fait aujourd'hui alors évidemment je pense que sur le long terme ça va se décanter mais en tout cas c'est assez dur aujourd'hui je dirais mis à part Vegas ou non en fait mis à part Vegas en fait il n'y a pas vraiment d'équipe je dirais qui se détache du lot en fait. Samuel, voilà. On t'écoute. Oui, c'est exactement ça. On a un début de saison vraiment intéressant avec
avec des classements hyper resserrés. Par exemple, en division Ouest, il y a seulement 2 points de différence, donc une victoire entre le deuxième et le septième, l'avant-dernier. Donc ça montre que tous les matchs, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il y a souvent des duels tactiques avec des matchs serrés. Et toutes les équipes, en fait, ont leur chance cette saison. Il y a des surprises au classement, évidemment. Par exemple, on voit New Jersey troisième dans la division Est, ou encore Winnipeg troisième dans la division Nord. Donc ça montre bien que chaque équipe a sa carte à jouer dans cette saison. Voilà, et moi en tout cas, l'autre point, je pense, qui est important et qui aujourd'hui bluffe plus ou moins tout le monde, c'est la performance des Canadiens de Montréal. Ils sont à 29 buts en 6 matchs, ça fait un peu moins de 5 buts par match. On les attendait clairement pas, je dirais, offensivement à ce niveau. Et surtout, les ajouts qui ont été faits pendant l'intersaison, que ce soit Tyler Toffoli, que ce soit Josh Anderson, apportent énormément à l'équipe, que ce soit, je dirais, un point de vue purement statistique. Aujourd'hui, le leader de l'équipe en points ou en but marqué, c'est Tyler Toffoli. Mais même aussi, entre guillemets, d'anciens joueurs, que ce soit Suzuki, que ce soit Jonathan Drouin, arrivent en effet à bénéficier de l'apport, je dirais, de ce que soit de Josh Anderson ou de Toffoli sur leur trio, pour aller engranger des points, pour augmenter leur niveau de jeu. Et les Canadiens, en fait, de plus en plus dans cette division Nord, vont devenir potentiellement l'équipe à battre. Et en tout cas, se présente de plus en plus comme un candidat très très sérieux aux playoffs, et une équipe que je pense les autres franchises canadiennes ne voudront pas tirer en série éliminatoire. C'est clair que c'est assez impressionnant la profondeur offensive qu'a Montréal. Ça alterne en fait, ça peut être une fois la ligne Dano, Tatar, Gallagher, la première ligne qui peut scorer, ou Suzuki Drouin, le vieux Suzuki Drouin qui performe, ou plus récemment la troisième ligne avec Armia, Toffoli et Kotkaniemi. C'est le travail du management de Montréal cet été a été assez impressionnant. Ils sont allés chercher même Jake Allen qui fait le taf en deuxième gardien derrière Price. Donc c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément, étant donné qu'ils n'ont pas de gros noms, mais la profondeur de cette équipe va sûrement leur permettre d'aller chercher un très bon résultat cette saison. Et le dernier point, parce que ça a eu lieu ce week-end, c'était le trade entre Winnipeg et Columbus. Donc les Blue Jackets de Columbus, on savait qu'entre le management donc, de l'équipe et Pierre-Luc Dubois, leur joueur star, c'était compliqué, que le joueur voulait être échangé. Ils ont donc finalement trouvé un accord avec Winnipeg dans un échange incluant entre autres Patrick Lane, donc le joueur des Jets. Et c'est vrai qu'en effet, moi je sais pas ce que toi t'en penses, Samuel, moi c'est un échange qui m'a surpris, parce qu'en fait j'ai l'impression que ni Lane ni Dubois n'ont finalement obtenu l'équipe qu'ils voulaient in fine. Et Columbus a réglé le problème du bois, mais va finalement avoir un autre problème avec Lane plus tard dans la saison. Et je sais pas moi si vraiment, Dubois voulait absolument aller aux Jets. Moi, j'avoue que on l'annonçait plutôt du côté de Montréal. On sait que Dubois voulait un gros marché, et du coup, je sais pas si, Winnipeg, en termes de marché, c'est pas bien plus grand que Columbus. C'est clair. Après, il y a un petit paramètre à prendre en compte, c'est que le père de Pierre-Luc Dubois, donc Éric Dubois, est membre du staff de Winnipeg. Ça peut être un bonus pour lui dans le futur. Après, je pense qu'il va s'épanouir aux côtés de Scheifele, de Wheeler, de leaders comme ça, mais c'est sûrement pas ce qu'il voulait, à mon avis. Tout comme Laine, hein, l'objectif c'était clairement d'aller jouer dans un gros marché comme Montréal, mais bon, évidemment, au bout d'un moment c'est la franchise qui décide, et il voulait partir. Il a ce qu'il veut maintenant, c'est exactement comme Laine, et ça va
ça peut être un problème pour les deux équipes, mais en tout cas, ça reste 2 joueurs de talent, quoi. Autre chose, les experts, nos agents sur la NHL? Non, moi de mon côté, c'est bon. D'accord. Alors, je vais conclure ce podcast. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt sur The Free Agent pour un nouveau podcast. À noter que pour le 26 janvier, l'anniversaire de la mort de Kobe Bryant, qui nous manque à tous, une mort à laquelle je ne me suis pas encore fait personnellement. Je parle toujours de lui au présent. Nous ferons une journée spéciale sur le site avec plusieurs articles. Vous verrez. Alors, soyez là au rendez-vous le 26 janvier prochain pour la journée Kobe Bryant et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast de The Free Agent. Merci à tous.